La Lune rouille, et il y a de fortes chances que ce soit à cause de la Terre. Vous vous dites peut-être qu'avec une distance de plus de 380 000 km, il est peu probable que ces deux objets s'influencent ainsi directement. Mais ils ont bien un lien particulier. La Lune affecte également notre planète, et vous pouvez le constater en observant les marées océaniques. Lorsque la Terre tourne, la force gravitationnelle de la Lune attire l'eau du côté dont elle est le plus proche. Cela crée un renflement. Au même moment, un autre renflement se forme du côté opposé, car notre planète est en rotation, ce qui provoque une force centrifuge. La planète continue de tourner sous ces renflements, ce qui explique pourquoi nous avons 2 marées basses et 2 marées hautes chaque jour. De plus, la Lune oscille de temps en temps, s'incline quelque peu, et provoque des changements dans les marées océaniques. En retour, l'atmosphère terrestre fait rouiller notre satellite. La rouille est cette substance rougeâtre que l'on voit sur les vieux portails ou les clous. Et vous connaissez les Vermilion Cliffs et le Grand Canyon? S'ils ont eux aussi cette couleur rouge, c'est grâce à la présence de fer rouillé dans les roches. La rouille se forme lorsque le fer entre en réaction avec l'oxygène et l'eau. La rouille est courante même sur Mars. La couleur caractéristique de cette planète provient de la rouille qui s'y trouve depuis très longtemps. C'est ainsi que la planète rouge a reçu son surnom. On a du mal à imaginer que la Lune puisse être un endroit qui rouille facilement, car elle est sèche et n'a pas vraiment d'atmosphère. Mais un véhicule spatial a étudié la Lune en 2008 et a détecté des spectres, des longueurs d'onde de la lumière, qui se reflétaient sur les différentes surfaces de la Lune. Grâce à eux, il lui a été possible de mieux analyser la surface lunaire. Les données qu'il a rapportées ont montré que les pôles lunaires avaient une composition différente de celle du reste de la Lune. Les roches qui s'y trouvent contiennent beaucoup d'hématite. Il s'agit d'un type particulier d'oxyde de fer, ou simplement de rouille. Personne ne s'attendait à cela, car il ne devrait pas y avoir autant de rouille sur la Lune, compte tenu des conditions qui y règnent. Mais nous savons qu'il y a de l'eau à la surface de notre satellite. C'est pourquoi de nouvelles théories ont vu le jour sur les différents minéraux que la Lune pourrait cacher. Il est possible qu'ils se soient formés à la suite d'une réaction de l'eau avec les roches. Pour que le fer prenne cette teinte rouille, il a besoin de ce que l'on appelle un oxydant. Il s'agit d'une molécule qui enlève des électrons à des matériaux comme le fer, tels que l'oxygène. Mais le vent solaire frappe constamment la Lune et apporte de l'hydrogène avec lui. Or, l'hydrogène a l'effet inverse. Il donne des électrons aux autres molécules. La Terre dispose d'un bouclier contre le vent solaire, notre champ magnétique. Mais la Lune ne dispose pas d'une telle protection, et, pour cette raison, la rouille ne devrait pas pouvoir se former à sa surface. Mais ce processus se produit quand même, et c'est peut-être la faute de la Terre. La Lune elle-même n'a pas d'atmosphère susceptible de fournir suffisamment d'oxygène pour que le fer rouille. Mais apparemment, notre planète est assez généreuse, et fait don d'une partie de sa propre atmosphère. L'oxygène de notre atmosphère voyage jusqu'à la Lune en suivant la queue de la magnétosphère. Il s'agit d'une longue extension du champ magnétique terrestre, qui peut atteindre la face cachée de la Lune. C'est précisément là que se trouve la majeure partie de l'hématite que nous avons évoquée. Lors d'une pleine Lune, la queue de la magnétosphère bloque 99% du vent solaire, qui devrait normalement influencer davantage notre satellite. C'est comme si un rideau temporaire recouvrait sa surface, ce qui laisse le temps à la rouille de se former. Mais il y a encore un élément important qui est nécessaire à l'apparition de la rouille: l'eau. Vous ne trouverez pas facilement d'eau si vous décidez de vous promener un jour sur la Lune. La plus grande partie de l'eau est gelée et cachée dans des zones qui sont toujours dans l'ombre et au froid. Ces zones sont très éloignées de l'endroit où l'hématite a été découverte, et il est donc difficile de savoir comment l'eau est arrivée là. Mais il y a une idée intéressante. Les particules de poussière qui viennent frapper la Lune pourraient libérer des molécules d'eau enfermées dans la couche superficielle du satellite. C'est ainsi que l'eau se retrouve mélangée au fer. Nous ne savons pas exactement de quoi sont composées ces particules de poussière, mais il se peut qu'elles transportent elles aussi de l'eau. En touchant la surface lunaire, elles pourraient créer de la chaleur, ce qui stimulerait le processus d'oxydation et entraînerait la formation de rouille. Ainsi, notre planète fait certaines choses qui modifient la Lune, mais les humains ont aussi leur influence. Une sonde qui s'est posée sur la surface lunaire en 1959 a été le premier objet fabriqué par l'homme à toucher la Lune. C'est également à cette époque que nous avons commencé à modifier la Lune de manière imprévisible. Les scientifiques appellent cela l'anthropocène lunaire. Il s'agit d'une analogie avec l'anthropocène terrestre,
une période au cours de laquelle l'activité humaine a eu un impact important sur la planète. Il n'est pas possible de déterminer un point de départ précis pour le début de cette période. Mais nous savons aujourd'hui que les actions que nous avons menées au cours de notre existence ont réellement modifié l'environnement de notre planète. Personne ne vit encore sur la Lune, mais nous y avons déjà laissé des traces. Après l'arrivée de l'homme sur la Lune, nous y avons effectué de nombreuses missions. Nous avons laissé des atterrisseurs et des drapeaux, déplacé le sol lunaire, apporté des balles de golf, du matériel scientifique et même des déchets humains. Quels sont les projets pour l'avenir? Envoyer d'autres missions sur la Lune et même éventuellement créer une infrastructure où certains d'entre nous pourraient vivre, étudier les ressources de la Lune et les renvoyer sur Terre. C'est pourquoi il est important de parler de l'Anthropocène lunaire pour nous rappeler que nous devons être responsables et prendre soin de notre héritage. De nombreuses personnes ne comprennent pas pourquoi nous voyons parfois la Lune pendant la journée. Certains croient même qu'il s'agit d'un phénomène nouveau qui n'existait pas auparavant. Notamment depuis qu'on a commencé à partager des images à faible résolution de ce qui ressemble à une pleine lune en plein milieu de la journée. D'autres pensent que le soleil n'est plus de la même couleur qu'avant. Il aurait été plus jaune. Le soleil n'a pas changé de couleur. Il est toujours bleu-vert. Mais il est possible que nous l'ayons vu plus jaune lorsque nous étions plus jeunes, parce qu'alors, la pollution n'était pas aussi importante. Quant à la Lune, nous pouvons la voir aussi bien la nuit que le jour. Elle est plus brillante la nuit parce qu'il n'y a pas de lumière provenant du soleil. Mais ce n'est pas comme si elle disparaissait pendant la journée. Elle est toujours là, mais nous ne la voyons pas pendant la phase de la nouvelle Lune. Cette phase dure quelques jours et, pendant cette période, la Lune se rapproche du Soleil. La lumière diffusée par le Soleil rend notre satellite moins visible. En ce qui concerne les phases de la Lune, elles sont faciles à reconnaître si vous savez y prêter attention. Tout d'abord, il y a la Lune noire, qui peut avoir plusieurs significations. Selon l'une des définitions, elle se produit lorsqu'il y a 2 nouvelles lunes en un mois. Une autre affirme que la lune noire survient lorsqu'il n'y a pas de nouvelle lune dans le mois, et cela n'arrive qu'en février. La lune bleue n'est pas désignée ainsi en raison de sa couleur. Il s'agit de la 3e pleine lune d'une saison qui en compte 4. Une superlune se produit lorsqu'une pleine lune coïncide avec le moment où la lune s'approche le plus de la Terre sur son orbite elliptique. C'est pourquoi elle paraît plus grosse que d'habitude. Parfois, vous pouvez lever les yeux vers le ciel nocturne et apercevoir une sphère rouge inquiétante. Il ne s'agit pas d'un signe annonciateur de la fin du monde ou de la présence de loups-garous. Mais c'est vrai, la lune de sang est une bonne source d'inspiration pour ce genre d'histoire. En réalité, il s'agit simplement d'un événement astronomique au cours duquel notre planète projette une ombre rougeâtre sur la Lune. Cela se produit lorsque la Terre s'interpose entre la Lune et le Soleil, ce que l'on appelle une éclipse lunaire totale. Le petit compagnon de la Terre capte une partie de la lumière rouge provenant de notre atmosphère. C'est pourquoi vous voyez cette couleur spécifique. Récemment, des scientifiques chinois ont découvert quelque chose d'intéressant sur la Lune. Un cristal inhabituel. Ils ont aussi découvert que ce cristal contient un élément qui peut littéralement remplacer le combustible nucléaire. Alors, creusons un peu le sujet. La composition de la Lune est longtemps restée un mystère pour nous. Un demi-siècle s'est déjà écoulé depuis la mission Apollo 11. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup voyagé sur la Lune depuis. Et il n'est donc pas surprenant qu'il ne soit pas si facile pour nous de l'étudier. Mais récemment, une percée a été réalisée dans ce domaine. En décembre 2020, des scientifiques chinois ont envoyé la sonde Chang'e 5 sur la Lune. La mission a été nommée d'après l'ancienne divinité chinoise de la Lune, Chang'e. Plutôt poétique, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, la sonde s'est rendue sur la face la plus proche de la Lune. Elle a passé plusieurs jours à creuser la surface et les roches, puis elle est revenue sur Terre. Au total, elle a collecté environ 2 kg de diverses roches lunaires, comprenant du basalte, de la lave solidifiée et d'autres. Cela ne semble peut-être pas très impressionnant, mais c'est en fait une mini-percée. Après tout, on n'a plus récolté d'échantillons lunaires depuis 1976. Or, ces échantillons sont très importants pour apprendre l'histoire de notre monde. On s'est battu pendant des années pour découvrir, par exemple, comment la Lune est née. Il y avait beaucoup de théories, mais on n'arrivait toujours pas à trouver de preuves solides pour aucune d'entre elles. Mais grâce aux dernières missions et à certaines simulations informatiques, les scientifiques ont enfin découvert la vérité. La Lune est née lorsqu'une planète quelconque s'est écrasée sur notre Terre, il y a plusieurs millions d'années.
Cette planète naine était légèrement plus petite que Mars. Des fragments de la Terre sont partis dans l'espace, mais certains sont restés dans notre orbite. Puis ils se sont collés ensemble et ont formé la Lune. Cela semble effrayant, mais en réalité, la naissance de la Lune est la meilleure chose qui soit arrivée à notre planète. Sans ce magnifique satellite, tous nos océans seraient encore de petites flaques d'eau. La vie ne serait pas du tout apparue sur Terre. C'est donc déjà une découverte incroyable en soi. Mais ce n'est pas tout. En étudiant les roches collectées, les scientifiques de l'Institut de recherche de Pékin ont découvert quelque chose d'inhabituel. Un cristal lunaire rare. Ça a l'air plutôt banal, n'est-ce pas? Juste un minuscule monocristal et transparent de l'épaisseur d'un cheveu humain. On avait fait de telles trouvailles sur la Lune auparavant. Ces cristaux se sont formés à la suite d'une activité volcanique, tout comme certains grenats sur la Terre. Car l'endroit où ils ont découvert ces cristaux a aussi connu des éruptions volcaniques. Il y a 1,2 milliard d'années. Cela signifie que ce petit cristal a plus d'1 milliard d'années. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Ce qui importe vraiment, c'est que ce cristal est fait d'un matériau unique, qu'on n'avait jamais vu auparavant. Des chercheurs de l'Association minéralogique internationale ont confirmé qu'une telle composition ne peut être trouvée nulle part sur Terre. Le cristal a été nommé Changezit Y, encore une fois d'après la même divinité chinoise de la Lune. Et c'est un autre exploit. C'est le 6e minéral précédemment inconnu que nous avons trouvé sur la Lune, et le tout premier trouvé par la Chine. Elle est maintenant devenue le 3e pays au monde à faire une telle découverte lunaire. Cependant, ce minuscule cristal n'est pas la seule chose remarquable qu'ils ont trouvée. Après avoir étudié ce joyau et environ 140 000 autres particules lunaires, les scientifiques ont découvert autre chose. Ils ont trouvé de l'hélium-3. Pourquoi est-ce important? Parce que c'est l'un des éléments qui alimentent le Soleil et les autres étoiles de notre univers. On a tendance à dire des choses comme éteindre le Soleil brûle, et ainsi de suite. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes pensent réellement que le Soleil est une énorme boule de feu. Mais ce n'est pas le cas. Sa combustion est en fait un processus complètement différent, qui s'appelle fusion nucléaire. Le processus en lui-même est assez simple. Pendant cette réaction, l'hydrogène de l'étoile se transforme en hélium. Mais ce processus simple est en fait l'une des réactions les plus violentes et les plus puissantes de l'univers. Il y a un véritable bouillon de particules à l'intérieur du Soleil. Les noyaux d'hydrogène qui s'y agitent en tous sens se repoussent constamment les uns les autres car ils sont tous chargés positivement. Et ils pourraient continuer à le faire sans déranger personne, s'il n'y avait pas les étoiles. Les étoiles sont un peu espiègles. Leur gravité est si forte qu'elles attrapent des milliards de ces petits atomes et les serrent les uns contre les autres. En se combinant les uns les autres, ces atomes créent de nouveaux éléments lourds, comme l'hélium mentionné. Et lorsque cela se produit, il projette beaucoup d'énergie dans l'espace. C'est ainsi que le Soleil brûle. En même temps, il répand une quantité d'énergie que nous ne pouvons même pas imaginer. Bon, mais qu'est-ce que l'hélium-3 ? Eh bien, c'est un élément qui pourrait faire de l'ombre même au Soleil. La fusion des atomes d'hélium-3 libère encore plus d'énergie que dans une fusion nucléaire typique. Et surtout, elle ne pollue pas l'atmosphère avec des éléments nocifs comme les radiations. Nous avons très peu d'hélium-3 sur Terre. Sa prévalence dans notre atmosphère est d'environ 1 sur 1 million. Et en plus, il essaie constamment de s'échapper pour retourner dans l'espace. Cependant, les scientifiques ont récemment découvert qu'il y a un endroit qui contient beaucoup de cet élément. Oui, tu l'as deviné, c'est la Lune. On pense qu'il y a plus d'hélium-3 sur la Lune que sur la Terre à cause des vents solaires. Le Soleil a bombardé la Lune d'hélium-3 pendant des milliards d'années. Si bien qu'aujourd'hui, il y en a partout. Ce n'est pas si impressionnant si on la compare à Jupiter ou Saturne, par exemple. Mais n'oublie pas la quantité d'énergie qu'il peut libérer. Il faut savoir qu'avec seulement 25 tonnes d'hélium-3, il serait possible de fournir de l'énergie aux États-Unis pendant une année entière. Or, il y en a environ 350 000 tonnes sur Terre, et plus d'1 million de tonnes sur la Lune. Ces seules sources pourraient subvenir aux besoins de l'ensemble des États-Unis pendant des milliers d'années.
Donc en gros, à l'avenir, l'hélium-3 pourrait devenir une nouvelle source de combustible. Et il surpasse le combustible nucléaire dans pratiquement tous les domaines. L'hélium-3 ne laisse pas de déchets ni de radiations nocifs. Il est plus puissant et pas si dangereux. En d'autres termes, cette énergie écologique et efficace pourrait être une révolution pour notre planète. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend ? Il y a un petit hic. Malheureusement, on n'a encore rien trouvé d'aussi puissant et chaud que les étoiles. Or, pour utiliser l'hélium-3, on a besoin de température et de pression démentes. Il nous faut un réacteur thermonucléaire, et on n'a aucune idée de comment le construire pour l'instant. Et même si on pouvait le chauffer à de telles températures et obtenir la pression nécessaire, on ne sait toujours pas vraiment comment manipuler l'hélium-3 correctement. Par conséquent, même si on a une quantité infinie d'hélium-3, on ne pourra toujours pas l'utiliser. Mais il y a un élément potentiel derrière l'hélium-3, que plusieurs pays ont déjà commencé une course aux ressources lunaires. Et maintenant que Chang'e 5 a découvert un nouveau gisement d'hélium-3 sur la face la plus proche de la Lune, cette course pourrait devenir mondiale. Par exemple, la Chine prévoit déjà une nouvelle mission lunaire en 2024, Chang'e 6. Pendant cette mission, les Chinois veulent collecter les premiers échantillons de la face cachée de la Lune. Comme tu peux le voir, trouver ce cristal lunaire était très important pour nous. Ces cristaux peuvent nous aider à trouver de nouvelles façons de créer de l'hélium-3. Et si on y parvient, l'humanité entrera dans une nouvelle ère. Mais pour y parvenir, on doit encore résoudre un certain nombre de problèmes. Comment livrer un tas de ces cristaux lunaires sur Terre ? Comment leur faire produire de l'énergie ? Et ainsi de suite. Espérons qu'à l'avenir, ces problèmes seront résolus et qu'on trouvera un moyen de produire une énergie propre, sûre et illimitée. Tu voyages dans l'espace profond en tournant autour des étoiles et des galaxies. Waouh ! On dirait bien que cette nébuleuse multicolore va bientôt s'effondrer sous son propre poids et exploser comme une supernova. Maintenant, tournons prudemment autour de ce trou noir. Essaye de ne pas te faire prendre dans son champ gravitationnel, où il t'avalera tel un monstre de l'espace. Mais attends, c'est quoi cette étrange structure là ? C'est un mur de lumière. Et si tu regardes bien, tu verras que chaque point lumineux est une galaxie entière. Ce mur compte environ 100 000 galaxies. La Voie lactée compte 100 milliards d'étoiles. Ce mur contient donc 1 billiard d'étoiles, soit 10 suivi de 15 zéros, qui sont semblables à notre Soleil. On appelle cette structure géante le mur du pôle Sud. Elle est située à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. En comparaison, l'étoile la plus proche de chez nous est Proxima Centauri, et elle se trouve à environ 4,2 années-lumière. Les fusées actuelles pourraient parcourir cette distance en environ 73 000 ans. Du coup, le voyage vers le mur du pôle Sud durerait probablement plus longtemps que notre système solaire lui-même. Ce mur est tout simplement gigantesque, même à l'échelle cosmique. Il fait environ 1,37 milliard d'années-lumière de long. Pour te donner une idée de la taille de ce mur, la Voie lactée ne fait que 100 000 années-lumière de large. Mais tu ne peux pas voir ce mur, même avec le plus puissant des télescopes. Le problème, c'est que la Voie lactée elle-même t'en cache la vue. Elle est si lumineuse que ce mur en est invisible. C'est comme quand tu essayes de regarder le ciel étoilé dans une métropole. La pollution lumineuse ne te permet pas de le faire. Les scientifiques ont pu détecter ce mur galactique en mesurant le décalage vers le rouge. Nous savons que tous les objets de l'univers sont en mouvement. Ils se sont écartés les uns des autres à la suite du Big Bang, qui s'est produit il y a des milliards d'années. Et lorsque les galaxies se déplacent, leurs ondes lumineuses changent légèrement. En mesurant ce changement, nous pouvons connaître la nature d'un objet et comment il se déplace. Et ce mur n'est même pas le plus grand de notre univers. Le plus grand, c'est le grand mur d'Hercule Couronne boréale. Une superstructure géante et plate d'environ 10 milliards d'années-lumière de large. Cela représente environ 10% de l'ensemble de l'univers observable. Et il s'agit aussi d'un mur, soit un amas de galaxies. Nous avons pu détecter cette structure géante grâce à des salves de rayons gamma. C'est l'événement électromagnétique le plus lumineux de tout l'univers. Tu pourrais même le voir depuis les confins de celui-ci. De telles salves sont un événement très rare. Dans la Voie lactée, par exemple, elles ne se produisent qu'une fois tous les quelques millions d'années. Si nous remarquons un grand nombre de salves de ce type en un court laps de temps et provenant du même endroit, cela signifie qu'on trouvera là de nombreuses structures semblables à la Voie lactée. Il y a énormément de galaxies dans l'univers. Une autre structure géante exceptionnelle est le Huge LQG, ou immense grand amas de quasars.
Il fait environ 4 milliards d'années-lumière de diamètre. Il faut donc à un photon de lumière autant de temps pour aller d'un côté à l'autre de cette structure qu'il en a fallu à la Terre pour se développer de sa naissance à aujourd'hui. Et si tu mettais l'immense grand amas de quasars sur une balance, il serait 6,1 milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Les scientifiques ont découvert qu'il y a au moins 73 quasars dans cette structure. Ils sont parmi les objets les plus extraordinaires de l'univers. Ce sont eux les noyaux actifs des galaxies. Au centre d'un quasar se trouve un trou noir supermassif. Ce géant dévore toute la matière qui l'entoure. L'immense force de gravité tord la matière autour du trou noir, formant un disque. Et ce disque est la source du rayonnement la plus puissante qui existe. Pour te faire une idée, le rayonnement d'un seul quasar est des dizaines ou des centaines de fois plus puissant que celui de toutes les étoiles de notre galaxie réunies. Grâce à ce rayonnement, nous pouvons détecter les quasars même à de très grandes distances. C'est pourquoi on les appelle aussi les balises de l'univers. Les scientifiques utilisent les quasars pour étudier l'univers et tout ce qui bouge en son sein. L'un des quasars les plus éloignés de nous se trouve à environ 13,1 milliards d'années-lumière. Cela en fait l'un des objets les plus anciens de l'univers. Il est apparu environ 690 millions d'années après le Big Bang, et il est presque 3 fois plus vieux que notre système solaire. Il brille toujours avec une luminosité extrême, étant environ 4 suivi de 14,0 fois plus lumineux que le Soleil. Les scientifiques nous expliquent qu'au centre de ce géant se trouve un trou noir supermassif, 800 millions de fois plus lourd que le Soleil. Toutes ces structures géantes ne sont pourtant que les blocs de construction de notre univers. Regarde, voilà notre système solaire. Maintenant, fais un petit zoom arrière. Là, c'est l'endroit où se trouve notre étoile dans la galaxie de la Voie lactée. Fais encore un petit zoom arrière. Voici un groupe local de galaxies. Tous les points brillants que tu vois là sont des galaxies. Voici Andromède, et voici la galaxie du Triangle, plus quelques douzaines d'autres galaxies légèrement plus petites. Elles sont toutes liées les unes aux autres par la gravitation. La taille de cette structure est d'environ 10 millions d'années-lumière. C'est 100 fois la largeur de notre galaxie. Encore un zoom arrière, s'il te plaît. Ceci est le super amas de la Vierge. Il est 20 fois plus grand que le groupe local. Il y a là environ 30 000 galaxies différentes. Et la masse de l'ensemble fait environ 1 suivi de 15,0 fois la masse solaire. Zoom arrière, l'Aniakea. Cette structure est presque 3 fois plus grande. Elle comprend le super amas de la Vierge et d'autres amas plus petits. Et elle contient environ 100 000 galaxies. Ce n'est pas encore fini. Fais encore un zoom arrière. Voici le complexe de super amas Poisson-Baleine. Cette structure galactique géante contient environ 60 amas de galaxies. Il y a donc ici plus de galaxies que de grains de sable dans le désert. Allez, tu sais quoi faire. Zoom arrière. Ouf. Voici tout l'univers observable. Il y a plus de 500 milliards de galaxies. Et les étoiles, eh bien, il y a environ 1 milliard de billions d'étoiles. L'univers observable a sa propre structure. Les amas de galaxies forment des chaînes et des murs, comme tu l'as déjà vu. Mais ces chaînes sont séparées par d'énormes régions de néant absolu. Ces zones sont appelées des vides. Dans ces endroits, il n'y a pas de matière du tout. Il y a moins de molécules dans ces vides que dans une salle déserte. L'un de ces vides jouit d'une réputation très mystique. Il s'agit du vide de l'Éridan, ou point froid. Il est apparu ici seulement 380 000 ans après le Big Bang. Il fait presque 1 milliard d'années-lumière de large et pourrait contenir des centaines, voire des milliers de galaxies et des billions d'étoiles. Certains scientifiques pensent que ce point froid pourrait être le résultat de la plus grande collision jamais survenue. Une collision d'univers. Il existe une théorie selon laquelle notre univers est une sorte de bulle. Une énorme sphère contenant tous ces murs et toutes ces chaînes de galaxies. Imagine maintenant qu'il y ait un nombre infini de ces bulles. Il pourrait s'agir de mondes parallèles ou de différents univers. Il y a de nombreuses années, une bulle s'est approchée de la bulle de notre univers. Leurs parois se sont touchées et les deux univers se sont connectés pendant un moment, comme deux gouttes d'eau qui se rejoignent. Mais cet univers a continué à bouger. La zone où les bulles se rejoignaient est devenue de plus en plus fine jusqu'à ce que le lien soit rompu et que les deux bulles se détachent l'une de l'autre. À ce moment-là, le deuxième univers a arraché une partie de la matière de notre bulle. Toutes ces galaxies qui remplissaient le vide de l'Éridan se sont retrouvées dans un univers parallèle. Les scientifiques ont avancé l'hypothèse que nous pourrions bien un jour rencontrer d'autres bulles. Mais voler jusqu'au mur supposé de notre univers prendrait une éternité. Et il faudrait encore plus de temps pour voler dans l'espace interuniversel. Nous devrons donc utiliser des portails ou des trous de verre. Voici comment cela fonctionne. Imagine une feuille de papier avec un point A d'un côté et un point B de l'autre.
Au lieu de traverser toute la feuille de papier, nous plions simplement la feuille, de sorte que le point A se trouve juste au-dessus du point B. Il ne reste plus qu'à faire un petit trou et le voyage ne prend que quelques instants. Certains scientifiques pensent que de tels passages d'un univers à l'autre se trouvent à l'intérieur des trous noirs. Mais comment survivre si l'on tombe dans un trou noir? Il suffit d'en choisir un qui soit assez grand. Tout est une question de gravité. Imagine-toi en train de tomber vers un trou noir en ce moment même. Plus tu t'en approches, plus son effet est puissant. Il s'intensifie à chaque centimètre. À un moment donné, la force gravitationnelle qui affecte ta tête est beaucoup plus forte que celle qui affecte tes pieds. Puis tu te transformes en spaghetti. Miam! Mais si tu choisis un trou noir supermassif, comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies, la force gravitationnelle augmente plus progressivement. Ils peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil et beaucoup plus grands. Mais la force gravitationnelle sur ta tête et tes pieds sera presque égale et tu ne souffriras pas. Qui sait, peut-être que si tu réussis à survivre à une chute dans un trou noir aussi massif, tu te retrouveras dans un univers complètement différent où les lois de la physique n'ont plus rien à voir avec celles que nous connaissons. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. L'espace vide n'est pas vraiment vide. C'est du moins ce que dit la théorie quantique des champs. Il est en fait rempli de minuscules vibrations qui peuvent se transformer en particules virtuelles si elles ont suffisamment d'énergie. Ces particules virtuelles peuvent produire des paquets de lumière de faible énergie appelés photons. Il existe un élément commun à tous les trous noirs. Il s'agit de l'horizon des événements. C'est un point de non-retour. Cela signifie qu'une fois que quelque chose franchit ce point, il ne peut plus s'en éloigner, pas même la lumière. L'horizon des événements est entouré d'une force gravitationnelle extrêmement puissante. Les trous noirs survivent en engloutissant le gaz et les étoiles qui les entourent. Dans la plupart des cas, un trou noir est entouré d'un disque de matière tourbillonnant, appelé disque d'accrétion. Ce disque brille de mille feux, car tous les éléments qui s'approchent trop près de l'horizon des événements sont chauffés et déchiquetés avant que le trou noir ne les engloutisse totalement. Au fur et à mesure que la matière se rapproche, elle commence à voyager et à se déplacer de plus en plus vite en contournant le trou noir. Cela fait briller le disque d'accrétion et, en même temps, dessine l'ombre du trou noir, qui est en fait l'horizon des événements dont nous parlons. Les trous noirs pourraient même vouloir se cacher, mais ils le font terriblement mal. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, la gravité plie et déforme l'espace et le temps. Cela signifie que plus on se rapproche de cette attraction gravitationnelle extrêmement puissante autour du trou noir, plus l'espace et le temps qui l'entourent sont déformés. Et dans cet espace tordu, il y a de minuscules particules et champs. En raison de l'extrême torsion de la gravité, ces particules et ces champs commencent à se comporter de manière inhabituelle, par exemple en créant des photons qui sortent de nulle part. C'est de cela que parlait Stephen Hawking il y a près de 50 ans, 1974. Et ce n'est pas tout. Il a également suggéré que si ces particules trouvent un moyen de s'échapper d'un trou noir, elles lui volent une partie de son énergie. Et à cause de ces voleurs, le trou noir perd son énergie au fil du temps jusqu'à ce que, à un moment donné, il disparaisse complètement. Il a suggéré que les trous noirs libèrent de l'énergie sous forme d'énergie thermique ou de chaleur, appelée rayonnement de Hawking. Ce rayonnement ne contient aucune information. Cela signifie que lorsqu'un trou noir s'évapore, il détruit toutes les informations qu'il possédait sur l'étoile qu'il a créée. Nous n'avons donc aucune idée de ce qui s'est réellement passé. Et c'est un peu déroutant parce que les lois de la mécanique quantique disent comment que l'information ne peut pas être détruite. Ce conflit est appelé paradoxe de l'information de Hawking. Selon Hawking, toutes ces informations ne sont pas vraiment perdues, mais stockées dans un nuage de particules d'énergie nulle qui entourent le trou noir. C'est ce qu'il appelle le soft hair. Cette nouvelle étude apporte une solution possible à ce paradoxe. Peut-être le rayonnement de Hawking est-il non thermique. Au lieu de dégager de la chaleur, il est possible que le trou noir envoie un message sous forme de rayonnement. Ce message contient des informations importantes sur le passé du trou noir, les étoiles qui l'ont formé, et d'autres détails que nous pensions perdus à jamais. Il s'agit en quelque sorte d'un code secret qui nous renseigne sur l'histoire du trou noir. Mais revenons à la théorie de Hawking, selon laquelle un trou noir peut finir par disparaître. Selon cette théorie, les trous noirs ne sont pas les seuls à produire un rayonnement de Hawking. Tout objet ayant une masse suffisante peut le faire. Les chercheurs ont également étudié un processus appelé effet Schwinger.
c'est lorsqu'un champ électromagnétique crée de fortes distorsions pour former de la matière. Ils ont appliqué cette idée à la théorie de Hawking sur le rayonnement des trous noirs. Ils ont découvert que le rayonnement prédit par Hawking peut en fait être créé dans des endroits présentant différents niveaux de gravité et pas seulement autour des trous noirs. Voici comment cela se passe. La présence d'objets massifs, comme des étoiles ou des planètes, crée l'effet d'une courbe sur l'espace et le temps. Cette courbure est due à leur forte gravité. Même si l'on est loin d'un trou noir, il y a toujours un objet massif quelque part qui crée la courbure de l'espace, ce qui peut nous donner l'impression d'être dans cet espace tordu. Cela peut créer des radiations, similaires à celles qui se produisent à proximité des trous noirs. Ainsi, les trous noirs ne sont pas les seuls à pouvoir s'évaporer lentement. D'autres objets massifs de l'univers peuvent également perdre leur énergie de la même manière. Si cette hypothèse est vraie, l'énergie de tout ce qui se trouve dans l'univers sera lentement évacuée sous forme de particules de lumière. Cela signifie que tout et chacun, y compris les étoiles, les planètes, les trous noirs et nous-mêmes, partageons le même destin et que nous finirons par disparaître. Cela semble effrayant à première vue, mais même si cette théorie est vraie, elle n'est pas près de se réaliser. Il faudrait bien plus de temps que l'âge actuel de l'univers pour qu'un trou noir supermassif disparaisse complètement. Ainsi, d'après la façon dont nous mesurons le temps, les trous noirs sont pratiquement éternels, et les étoiles pourraient durer encore plus longtemps, car de nombreux trous noirs se sont formés après l'effondrement d'une étoile géante par elle-même. D'autres appartiennent à un groupe appelé « trous noirs primordiaux ». Hawking, qui est devenu célèbre en parlant des trous noirs, a également mentionné ces derniers. Selon la théorie, ils se sont probablement formés spontanément dans l'univers primitif, peu de temps après le Big Bang. Hawking a réalisé que les trous noirs primordiaux pouvaient avoir différentes tailles, allant de très légers à très lourds. Les trous noirs très petits auraient déjà disparu à cause du rayonnement de Hawking. Il existe une idée très intéressante selon laquelle ces trous noirs primordiaux pourraient être de la matière noire. Il s'agit d'une substance mystérieuse qui, selon les scientifiques, existe dans l'univers. Elle n'émet pas de lumière et ne la reflète pas, de sorte que nous ne pouvons pas la voir directement. Les scientifiques pensent que la matière noire pourrait expliquer pourquoi les étoiles dans les galaxies se déplacent de manière étrange. Mais nous ne disposons pas encore des outils nécessaires pour confirmer que ces trous noirs existent réellement, ou s'ils sont constitués ou non de matière noire. Hawking a également exploré l'idée que notre univers n'est qu'un univers parmi tant d'autres. Ce concept est appelé multivers. Certains scientifiques pensent qu'il se pourrait que toutes les situations que l'on peut imaginer dans sa vie se produisent de quelque part dans un autre univers. Hawking n'était pas d'accord avec cela, et dans son dernier article, il a proposé un nouveau cadre mathématique qui rendait le multivers fini au lieu d'infini. Cela signifie qu'il y aurait un nombre limité d'univers plutôt qu'un nombre infini. Encore une chose qu'il est difficile de tester et de prouver, mais au moins, il nous a laissé une matière à réflexion. Que l'on y croit ou non, le voyage dans le temps n'est pas si impossible selon les lois de la physique. Les scientifiques disposent d'équations qui suggèrent que nous pourrions avoir ce que l'on appelle des courbes temporelles fermées, qui pourraient nous permettre de remonter le temps. Imagine que tu puisses revenir aux moments les plus embarrassants de ta vie. En sachant ce qui se passerait, tu pourrais les éviter. Mais c'est là que le bas blesse. Remonter dans le temps pourrait poser de gros problèmes. Cela pourrait créer des situations où les choses se passeraient d'une manière qui n'a pas de sens. Imagine que tu marches dans la rue et que tu rencontres ton plus jeune ou ton plus vieux toi-même, ou que tu changes accidentellement des choses qui se sont déjà produites. Hawking a également parlé de ce volet, et ce sont tous ces éléments qui l'ont amené à s'interroger sur le voyage dans le temps. Il a émis une hypothèse appelée « conjecture de protection de la chronologie ». Il a suggéré qu'il pourrait y avoir une règle de la nature qui empêche le voyage dans le temps de se produire, parce qu'une telle chose pourrait créer de nombreuses situations étranges et confuses, où nous reviendrions simplement en arrière, réparant nos mauvaises décisions, plutôt que de vivre dans le présent. Tant que nous n'aurons pas découvert qu'il est possible de voyager dans le temps sans provoquer de telles perturbations, je suppose qu'il ne nous reste que les leçons de vie et l'apprentissage de nos erreurs. Dans les dernières années de sa vie, Hawking a parlé de l'avenir de l'humanité, et nous ne savons toujours pas s'il était totalement sérieux. Il a évoqué une particule spéciale, le boson de Higgs,
qui pourrait provoquer une grosse bulle susceptible d'engloutir et même de détruire l'univers. Il a également évoqué la possibilité que des êtres d'autres planètes viennent sur Terre pour nous conquérir, ou que des robots deviennent suffisamment intelligents pour s'emparer du monde. Certaines de ces idées se sont avérées exactes, et l'avenir nous dira s'il en sera de même pour les autres. Ouvrez grand vos oreilles. Quelque chose est sur le point de se produire, qui pourrait bouleverser tout ce que nous avons jamais cru savoir sur l'espace et le temps. Vous avez entendu parler des trous noirs, n'est-ce pas? Ces phénomènes denses au-delà de l'imaginable qui se trouvent généralement au cœur des galaxies. 2 d'entre eux, situés à 9 milliards d'années-lumière de la Terre, devraient entrer en collision. Et oh là là! Qui voudrait être présent pour assister à cela? Mettons une chose au clair, les trous noirs sont les objets les plus puissants de tout l'univers, du moins à notre connaissance. S'ils décidaient tout à coup de rouler des mécaniques, nous serions tous condamnés. Un trou noir était autrefois une immense étoile qui a implosé en une supernova, ce qui signifie que l'étoile s'est effondrée sur elle-même, et que l'immense énergie dégagée a créé un trou noir à sa place. En passant, les trous noirs n'aspirent pas les objets à la manière des aspirateurs. C'est un mythe répandu. Si nous remplacions notre Soleil par un trou noir au centre du système solaire, pas grand-chose ne changerait, sauf que nous gèlerions tous probablement. Mais les trous noirs peuvent de faire quelque chose de bien pire qu'aspirer des objets. Ils pourraient anéantir l'univers en lui-même. Si un trou noir suivait la chronologie habituelle, il passerait de sa création à sa disparition totale. Mais ce processus est extrêmement lent. On parle de milliards et de milliards d'années avant qu'un trou noir ne perde l'entièreté de sa masse. Cela se produit car ils en perdent constamment, à chaque seconde qui passe. Les trous noirs éjectent cette masse par rayonnement, tout comme une théière en ébullition perd son eau sous la forme de vapeur. Pourtant, les choses se déroulent rarement comme prévu, tant dans nos vies que dans l'univers lui-même, apparemment. Il ne serait donc guère surprenant de découvrir que 2 trous noirs sont sur le point de s'effondrer. C'est ce que les scientifiques ont récemment découvert. Et disons simplement que c'est l'une des raisons pour lesquelles la communauté scientifique a quelques sueurs froides. La première question qui vient à l'esprit est « Qu'est-ce que cela signifie pour nous autres humains? Une annihilation totale? Allons, ne soyons pas si dramatiques. Dans le meilleur des cas, nous pourrions vivre une expérience digne d'Interstellar. Personnellement, je ne dirais pas non. Revenons un peu en arrière pour comprendre comment cela pourrait se produire. Il y a 45 ans, un groupe de scientifiques a commencé à observer un comportement étrange provenant d'une galaxie très lointaine. Cette galaxie se trouve à 9 milliards d'années-lumière de distance, et son nom scientifique est très compliqué. SDSS J430+2303. Aussi l'appellerons-nous simplement la galaxie très lointaine. On pourrait se demander, comment les scientifiques ont-ils bien pu observer ce trou noir si lointain s'il n'émet aucune lumière? Bonne question. C'est parce que les trous noirs accumulent des disques de gaz autour d'eux, et ils rejettent une partie de cette matière dans l'espace. Ces jets peuvent être détectés à des distances de plusieurs millions d'années-lumière. Si ces jets de gaz chaud sont dirigés vers l'espace, alors les scientifiques donnent à ces trous noirs un nom spécial. Celui de blazar. Un blazar en particulier a récemment captivé notre attention, le PKS 2131-021. Encore un nom à coucher dehors. Aussi l'appellerons-nous simplement Igor. Imaginez que vous soyez un scientifique de Caltech, observant un blazar à travers votre télescope radio, et que vous remarquiez son étrange comportement. Sa luminosité semble fluctuer, comme le tic-tac d'une horloge. Au début, vous ne comprenez pas ce qui se passe par là-bas, dans ce recoin éloigné de la galaxie, mais ensuite, vous réalisez qu'il doit y avoir un autre trou noir qui tourne autour du premier. En d'autres termes, les scientifiques ont découvert qu'Igor orbitait autour d'un autre blazar, Grichka, et la régularité de ce scintillement ne peut signifier qu'une chose. Ils sont proches de la collision. Et ça ne fait qu'empirer. On estime que chacun des 2 blazars possède une masse équivalente à plusieurs centaines de millions de fois celle de notre Soleil. Vous voyez notre Soleil? Il est colossal, 33 000 fois plus massif que la Terre. Cela signifie que nous sommes confrontés à une chose qui dépasse l'entendement. Ce n'est pas la première fois que les scientifiques détectent un tel phénomène. En septembre 2015, l'observatoire LIGO a détecté une collision entre 2 trous noirs. Chacun d'eux était aussi grand que 30 soleils, et l'équivalent de 3 masses solaires a été libéré lors de l'impact. Et devinez quoi? Cette onde gravitationnelle a traversé la Terre à la vitesse de la lumière, mais sans vraiment nous affecter. Peut-être que vous dormiez et avez brièvement ressenti quelque chose d'étrange, mais rien de significatif ne s'est produit sur notre planète.
C'est parce que cette explosion était relativement faible. La vérité, c'est que la collision prévue entre Igor et Gritchka générera des ondes gravitationnelles sans précédent à travers les galaxies, et elles atteindront notre système solaire. Mais de quoi cette onde de choc est-elle réellement capable? Elle pourrait empêcher notre Soleil de libérer du gaz pendant quelques minutes, ce qui signifie qu'il cesserait de réchauffer le système solaire. Imaginez que vous vous prélassiez une journée d'été, et que soudain, l'atmosphère se fige pendant quelques secondes. Ça ne semble pas très agréable, n'est-ce pas? Mais cette possibilité est en réalité moins inquiétante que la suivante. Dans l'un des scénarios les plus catastrophiques, l'explosion résultant de la collision entre Igor et Gritchka pourrait rompre les liens qui unissent les atomes et tout désintégrer. Vous, moi, votre chat. Nous nous transformerions tous en petites particules flottant dans le vide spatial. Cela peut sembler terrifiant, mais les scientifiques affirment qu'un atome est constitué à 99% d'espace vide. Ça signifie que tout le monde sur Terre, nos 8 milliards d'êtres humains, ainsi que toutes les plantes, objets et animaux, sont composés à 99% de vide. Alors peut-être que tout ce qu'Igor et Gritchka accompliraient, c'est de désolidariser tous nos atomes. Par ailleurs, l'explosion pourrait perturber le tissu même de l'espace-temps, tel que nous le connaissons. Vous vous souvenez d'Albert Einstein, n'est-ce pas, avec les cheveux et la moustache? C'est lui qui a formulé la théorie de la relativité. Il a découvert que le temps était relatif et dépendait toujours de l'observateur. Cela signifie que le temps ne serait pas identique partout dans l'univers. Mais pourquoi donc? Eh bien parce que la théorie de la relativité d'Einstein est également une théorie de la gravité. Einstein a découvert que la gravité représentait l'effet que les objets exercent sur le tissu de l'espace-temps. Chaque objet possédant une masse, y compris vous, moi, votre chat et notre planète, crée une distorsion ou une déformation dans le tissu de l'espace-temps qui le fait se courber. Plus cette masse est grande, plus la force gravitationnelle est importante et plus le tissu s'en trouve distordu. Cela peut sembler compliqué, mais c'est ce qui crée différentes perceptions de l'espace et du temps à travers le cosmos. C'est pourquoi vous vieilliriez différemment sur Terre et sur Jupiter. C'est aussi la raison pour laquelle le temps s'écoule très différemment pour les cosmonautes en longue mission spatiale comparé aux gens restés sur Terre. Une collision entre deux méga-blazars pourrait ainsi perturber notre perception de l'espace et du temps, en raison de l'immense force de ces ondes de choc gravitationnel. Sans parler du fait que les trous noirs représentent déjà une distorsion considérable dans le tissu de l'espace-temps. Vous vous souvenez de cette scène dans Interstellar, n'est-ce pas? Où le personnage principal plie le continuum espace-temps au moyen d'un trou noir. Ne tentez pas cela chez vous, cependant. Pour autant que nous sachions, quiconque déciderait d'entrer dans un trou noir n'aurait aucune garantie de pouvoir un jour rentrer chez lui. Les scientifiques estiment que cette explosion de blazar se produira dans environ 1000 ans. Mais attendez une minute. S'il se trouve à 9 milliards d'années-lumière de la Terre, cela signifie que ces deux trous noirs auraient déjà dû entrer en collision bien avant la naissance de notre système solaire et de notre planète. Voyez-vous, le système solaire est né il y a environ 4 milliards d'années. Et comme il nous faut 9 milliards d'années pour recevoir la lumière émise par les blazars en premier lieu, cela veut dire que la collision des deux blazars s'est déjà produite et que ses effets atteindront la Terre dans 1000 ans. Cela signifie que les ondes de choc traversent déjà les galaxies en ce moment même. Mais pour autant, ce n'est même pas une chose à laquelle vos arrière-petits-enfants pourront assister. Les éclipses solaires sont étonnantes. La Lune et le Soleil semblent se superposer parfaitement dans notre ciel, alors qu'en réalité, le Soleil est beaucoup plus grand, environ 400 fois. Le truc, c'est que la Lune est aussi environ 400 fois plus proche de notre planète, de sorte que nous avons l'impression qu'ils ont la même taille. Malheureusement, à un moment donné de l'histoire de notre planète, il n'y aura plus d'éclipse solaire. En effet, la Lune s'éloigne de la Terre d'environ 4 cm par an. En raison de ce phénomène, la Lune n'occultera plus complètement le Soleil. Les experts de la NASA ont calculé la date de la dernière éclipse solaire. Selon eux, il faudra encore attendre environ 600 millions d'années. On peut donc affirmer sans risque de se tromper qu'aucun d'entre nous ne sera là pour la voir. En parlant de choses que nous ne verrons pas de notre vivant, il faudrait peut-être ajouter l'explosion des étoiles. Grâce au télescope, nous savons à quoi ressemblent les étoiles lorsqu'elles s'éteignent, mais nous n'avons jamais assisté à ce phénomène de nos propres yeux. Bételgeuse n'est peut-être pas un nom familier pour vous. Il s'agit d'une supergéante rouge, située à environ 1000 années-lumière de la Terre. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle pourrait exploser et nous offrir un spectacle inédit vu d'ici sur Terre.
la date de l'explosion de cette étoile a toujours été un peu mystérieuse. Ce que nous savons, c'est que Bételgeuse se trouve dans les derniers stades de la combustion du carbone de son noyau. Et cette phase de combustion du carbone dure généralement 1 millier d'années. En conséquence, nous ne verrons pas d'étoiles s'effondrer de sitôt. Mais comme cet événement sera très probablement inoffensif pour notre planète, il sera très attendu par les générations futures. Si vous voulez apercevoir Bételgeuse dans le ciel nocturne, sachez qu'elle est généralement visible en janvier et en février, et qu'au début du mois d'août, elle est visible avant le lever du soleil. Sa teinte rouge-orange atténuée est unique et nous prouve que les étoiles ont bel et bien des couleurs. Notre planète subira également de nombreux changements à l'avenir. Si nous pouvions voyager quelques millions d'années dans le futur, il se pourrait bien que nous ne reconnaissions plus du tout la géographie de notre joli globe. Actuellement, la Terre compte 7 continents, mais il n'en a pas toujours été ainsi, et il est fort probable que cela change encore à l'avenir. Il y a environ 310 millions d'années, la Terre possédait un mégacontinent appelé la Pangée. Il y a environ 180 millions d'années, il a commencé à se désagréger. Aujourd'hui, les scientifiques pensent que dans les 200 millions d'années à venir, nous pourrions assister à la formation d'un autre grand continent. En fait, il pourrait être en train de se former en ce moment même. Et il existe 4 scénarios principaux sur la façon dont cela pourrait se passer, chacun avec ses propres particularités. Ils nous ramènent tous à la division de la Pangée et à la manière dont nos continents continuent de bouger. Notre journée, le cycle de 24 heures dans lequel nous vivons, s'étire lui aussi lentement. Ce changement progressif nous conduira finalement à des journées de 25 heures. Et voici pourquoi. La rotation de la Terre, ce mouvement que nous effectuons chaque jour, ralentit un peu plus chaque année, et ce grâce à la Lune. En effet, notre satellite nous vole pour ainsi dire une partie de notre énergie terrestre. Nous sommes au courant de ce phénomène grâce au Laser Ranging Rétroréflector. Il envoie des faisceaux laser vers la Lune, et après avoir rebondi, ils mettent un peu plus de temps à revenir vers la Terre. Ce petit retard est un indice que nos journées vont en s'étirant. Alors, combien de temps faudra-t-il encore avant que nous disposions d'une heure de plus pour terminer nos corvées quotidiennes? Les experts de la NASA ont fait quelques calculs. Au cours du siècle dernier, nos journées se sont allongées d'environ 1,4 millisecondes. Si l'on fait un zoom arrière et que l'on examine les 2 derniers millénaires, en se basant sur les données historiques des éclipses solaires, notre journée s'est allongée en moyenne de 2,5 millisecondes par siècle. Je vous épargne le calcul. Il faudra environ 50 000 ans pour qu'une seule seconde vienne s'ajouter à notre journée. Cela signifie qu'il faudra 180 millions d'années pour qu'une journée sur Terre compte 25 heures. Et ce, bien sûr, si rien d'autre ne se produit entre-temps au niveau de la rotation de notre planète. La Voie lactée et l'une de ses plus proches voisines, Andromède, prévoient également de fusionner un jour ou l'autre. Nous ne serons pas là pour assister à cette rencontre, mais nous ne verrions de toute façon pas de grands changements au niveau de la Terre. La collision de galaxies peut sembler un peu inhabituelle, d'autant plus que nous savons que l'univers est en expansion. Si les galaxies s'éloignent de plus en plus les unes des autres, comment se fait-il qu'elles puissent encore se rencontrer? Les galaxies proches ne se contentent pas de flotter. Elles ont chacune un effet sur l'autre, grâce à la gravité. C'est la raison pour laquelle la Voie lactée et Andromède se rapprochent à une vitesse d'environ 300 km par seconde. Si l'on fait le calcul, cela signifie que leur collision ne se produira pas avant 4 ou 5 milliards d'années. Et il y a fort à parier qu'elles se croiseront en douceur, sans aucun changement notable à l'intérieur de notre système solaire. Dans un avenir lointain, les étonnants anneaux glacés de Saturne ne seront plus là non plus. Du moins, si l'on en croit de récentes recherches. La mission Cassini de la NASA, qui a passé du temps en orbite autour de Saturne entre 2004 et 2017, a recueilli de nouvelles informations sur ces anneaux et sur la date de leur disparition. Les scientifiques débattent depuis longtemps de l'âge des anneaux de Saturne. Certains pensaient qu'ils étaient relativement jeunes, leur glace étant encore fraîche et lumineuse. Au cours de milliards d'années, ils se seraient usés et assombris en raison des divers objets venus se mêler à eux. Mais ces anneaux étaient peut-être encore à un stade embryonnaire à l'époque où les dinosaures peuplaient la Terre. Lorsque des corps étrangers se faufilent entre les anneaux, ils poussent un peu de la matière du cercle le plus intérieur vers la planète, à un rythme assez rapide.
Cassini a ainsi constaté que les anneaux perdaient énormément de masse chaque seconde. Cela signifie qu'ils ne seront plus visibles très longtemps, en termes cosmiques du moins. On estime qu'ils ne dureront plus que quelques centaines de millions d'années au maximum. Nous pourrions également manquer ce prochain événement cosmique, mais de peu. En effet, selon certaines estimations, il pourrait se produire dans une centaine d'années seulement. Le champ magnétique de la Terre pourrait s'effondrer et inverser les pôles nord et sud. Les chercheurs affirment que depuis 3000 ans, le champ magnétique de notre planète est en déclin constant. Si cette tendance se poursuit, nous pourrions atteindre un point critique dans moins d'un millénaire. Pour que les pôles de la planète basculent, le champ magnétique doit s'affaiblir d'environ 90%, ce qui peut prendre des milliers d'années. Pendant cette phase de vulnérabilité, notre planète perd son bouclier protecteur et laisse passer davantage de rayons en provenance de l'espace. La dernière fois qu'une telle inversion des pôles s'est produite, c'était il y a près de 800 000 ans. Le problème, c'est que nous nous trouvons actuellement dans l'une des phases les plus risquées. Le champ magnétique s'affaiblit, mais il est possible qu'il reprenne de la vigueur. Toutefois, à ce rythme, il pourrait chuter brutalement en l'espace de quelques siècles ou d'un millénaire. Nous constatons déjà les effets de l'affaiblissement du champ magnétique sur nos satellites. Dans la vaste étendue de l'océan Atlantique, entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, il existe une région où le champ magnétique terrestre est 3 fois plus faible qu'au pôle. Les scientifiques appellent ça l'anomalie de l'Atlantique Sud. Les satellites qui traversent cette zone connaissent régulièrement des problèmes électroniques. Personne ne sait pourquoi le champ magnétique est si faible dans cette région, et personne ne sait ce qu'il en sera à l'avenir. Selon une théorie, un tourbillon massif dans le noyau métallique externe de la Terre pourrait en être responsable. Il repousserait le champ magnétique loin de l'Atlantique Sud. Une autre idée est que ce champ, dans cette région, pointe dans la mauvaise direction, comme un mini-pôle qui se retourne. Vénus et la Terre sont si différentes qu'une question aussi absurde que « qu'est-ce qui est le plus long ? Un jour ou une année ? Laquelle n'aurait aucun sens sur Terre ? Prend tout son sens sur notre voisine. En effet, un jour sur Vénus est plus long qu'une année. Pour mettre cela en perspective, un jour vénusien équivaut à 243 jours terrestres, tandis qu'une année vénusienne ne dure que 225 jours terrestres. C'est comme si vous fêtiez votre anniversaire chaque jour. Vénus est souvent surnommée la jumelle maléfique de la Terre. Leurs différences sont si frappantes qu'on pourrait croire qu'elles proviennent de galaxies totalement différentes. Pour vous donner une idée de leur divergence, si le rapport jour-année ne suffisait pas, le Soleil se lève à l'ouest sur Vénus et se couche à l'est. L'une des rares similitudes entre ces deux planètes est leur taille. Pourtant, il fut un temps où Vénus et la Terre étaient notées comme cul et chemise. Les meilleurs amis qui soient depuis les débuts du système solaire. Vénus était autrefois le centre de toutes les attentions. Les scientifiques de la NASA pensent qu'elle aurait pu abriter un océan d'eau liquide et des températures de surface propices à la vie pendant jusqu'à 2 milliards d'années. Mais la Vénus actuelle est tout autre, avec ses températures extrêmes et une atmosphère dense en dioxyde de carbone. Alors, qu'est-ce qui a conduit à ce relooking cosmique ? La taille, l'emplacement et l'attitude. Autrement dit, la distance par rapport au Soleil et la chaleur interne de la planète, qui ont joué un rôle crucial dans les destins de Vénus et de la Terre. À propos, il fut un temps où 3 planètes pouvaient potentiellement abriter la vie. Vénus, la Terre et Mars. Imaginez 3 gâteaux dans un four. Une fois cuits, il serait temps de les sortir. L'un aura été placé devant une fenêtre ouverte en plein hiver, un autre posé soigneusement sur une table et recouvert d'un joli torchon propre, et le dernier aura tout simplement été oublié dans le four. Mars, la Terre et Vénus sont comme ces 3 gâteaux. Mars est devenue trop froide et inhospitalière. La Terre est restée agréable et tempérée, bien protégée de la plupart des désagréments, tout comme le gâteau chanceux protégé par son torchon. Et Vénus est devenue brûlante et proprement immangeable. En termes de développement, la Terre a suivi une voie lente et régulière, préservant ses océans, son atmosphère stable et sa biodiversité. Vénus, en revanche, a accru sa température, vu s'évaporer ses océans, et n'a pas lésiné sur les gaz à effet de serre. En conséquence, nous avons une planète où vous fondrez plus vite qu'un bonhomme de neige au mois de juillet. Mars, au contraire, vous transformerait en glaçon en quelques secondes. Toutefois, il se pourrait qu'elle ait été assez accueillante. Certains scientifiques pensent que Mars était autrefois couverte de rivières et de lacs en abondance.
et qu'elle ne manquait certainement pas d'eau. Même aujourd'hui, Mars possède encore les vestiges d'un océan baptisé Oceanus Borealis. Cet océan a perdu presque toute son eau au fil du temps. Désormais, les sources d'eau martiennes comprennent les calottes glaciaires des pôles et les minéraux présents dans la roche. Selon les estimations, seul 1% de toute cette eau s'est évaporée, tandis que 99% seraient toujours prisonniers de la planète rouge. Les calottes polaires de glace sont faciles à appréhender puisque nous avons les mêmes sur Terre. Mais des roches contenant de l'eau? C'est simple. Il existe au moins 4 types de minéraux hydratés sur Mars. Il y a des argiles hydriques composées de silicium et d'oxygène, et ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent également contenir du magnésium et du fer, lesquels se déclinent sous la forme de sulfate hydraté. Ne soyez pas dégoûtés si l'on vous apprend que tout cela dégage une forte odeur d'œuf pourri, mais c'est typique du sulfure d'hydrogène et pas seulement du soufre. Ces minéraux intègrent l'eau directement dans leur formule chimique. On trouve aussi la silice hydratée, dont la formule contient également de l'eau. Les scientifiques ont expérimenté la culture de plantes dans des conditions similaires à celles de Mars et ont obtenu quelques succès avec la luzerne. La culture de la luzerne a également aidé à accélérer la croissance d'autres plantes, comme les navets et la laitue. Bien que de l'eau puisse être disponible sur la planète rouge, l'air sur Mars est principalement composé de dioxyde de carbone. Cependant, l'expérience d'utilisation in situ des ressources en oxygène de Mars, ou simplement MOXIE, peut produire de l'oxygène sur Mars, ce qui pourrait être crucial pour les missions futures. Concernant les sources d'énergie martiennes, les énergies solaires, éoliennes et géothermiques figurent parmi les plus prometteuses. L'énergie solaire est moins efficace sur Mars en raison d'une lumière plus faible et de fréquentes tempêtes de sable, mais les énergies éoliennes et géothermiques pourraient servir d'alternative. Avec ces ressources à disposition, les humains pourraient potentiellement prospérer sur Mars. Mais revenons à la comparaison de nos planètes sœurs. Tandis que Mars et la Terre possèdent des lunes, Mars en ayant même 2, Vénus n'en a aucune, tout comme Mercure. En raison de sa proximité avec le Soleil et de la forte attraction gravitationnelle de notre étoile, Mercure ne peut pas retenir de satellite. La probabilité qu'une lune orbitant autour de Mercure entre en collision avec la planète ou soit attirée dans l'orbite du Soleil serait plus qu'élevée. Tout cela semble assez évident. Toutefois, l'absence de lune autour de Vénus demeure une énigme irrésolue. Malgré les températures extrêmement élevées de Vénus, les scientifiques pensent que même aujourd'hui, elle pourrait ne pas être aussi hostile à la vie que nous le pensions auparavant. Une récente étude du MIT a découvert 19 acides aminés qui ont survécu 1 mois entier dans une solution comparable à ce que l'on trouve sur Vénus. Et oui, certains aiment quand c'est épicé. En outre, Rocket Lab et l'Institut de technologie du Massachusetts s'associent pour envoyer un engin spatial non habité, le Venus Life Finder, en mission d'exploration. Cet appareil recherchera des signes de vie dans l'atmosphère vénusienne à l'aide d'un instrument spécial appelé néphélomètre à autofluorescence. Et non, on n'invente rien. Initialement prévue pour un lancement en 2023, la mission a été reportée à décembre 2024, avec une arrivée dans l'orbite de Vénus prévue pour mai 2025. L'objectif de la mission est de découvrir des composés organiques dans l'atmosphère de la planète, ce qui pourrait indiquer l'existence de conditions habitables dans sa couche nuageuse. L'engin spatial est équipé d'un étage de croisière baptisé Photon Explorer et d'une sonde atmosphérique compacte dotée du néphélomètre. La sonde descendra à travers l'atmosphère vénusienne, collectant des données sur les particules nuageuses et les composés organiques. En 2020, des scientifiques ont annoncé la découverte de phosphine sur Vénus, un composé potentiellement lié à la vie. Ils travaillent encore à confirmer cette découverte, en utilisant des données provenant de télescopes ou même de missions antérieures. Il se pourrait que des preuves soient cachées dans les anciennes données reçues de Vénus par la NASA, lesquelles pourraient apporter plus de clarté sur cette découverte. La possible présence de phosphine sur Vénus a éveillé à la fois enthousiasme et prudence parmi les scientifiques. Pour confirmer cette hypothèse, davantage de données issues de télescopes ou de nouvelles missions spatiales sont nécessaires. Si ce gaz est effectivement détecté, cela pourrait indiquer l'existence d'une forme de vie produisant de la phosphine dans les nuages de Vénus, marquant ainsi un grand pas vers une meilleure compréhension de la planète. Certains experts estiment que l'envoi de sondes vers Vénus pour détecter directement la phosphine serait la méthode la plus fiable pour confirmer sa présence. Il se pourrait même qu'une mission de la NASA des années 80
ait déjà détecté cette phosphine, mais que cette découverte soit passée inaperçue à l'époque. Aujourd'hui, les données sont réévaluées pour identifier toute preuve négligée de la présence de ce gaz. Cela pourrait également indiquer que la phosphine est présente dans l'atmosphère de Vénus depuis des décennies, soulevant des questions sur son origine. Cependant, cette interprétation ne fait pas l'unanimité, et un débat s'est engagé parmi les scientifiques sur la nature réelle des gaz détectés. Les anciennes données provenant d'autres missions pourraient également receler des indices de la présence de phosphine sur Vénus. Tandis que de nouveaux engins spatiaux s'apprêtent à explorer la planète, la clé pour résoudre ce mystère pourrait bien se trouver dans des archives vieilles de plusieurs décennies. À ce jour, 46 missions spatiales ont été envoyées vers Vénus, certaines profitant de l'assistance gravitationnelle de la planète lors de son survol. La dernière fois qu'un engin spatial a réussi à atterrir sur Vénus remonte à juin 1985, lors de la mission Vega 2. À présent, nous n'avons plus qu'à attendre de voir quelle découverte nous réserve Venus Life Finder.